Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est ravis de commencer à nouveau un nouveau mois avec vous. On se réjouit pour ces moments-là. J'espère que ça vous fait du bien cette saison 4. Vous avez vu, c'est toutes les 2 semaines. Il y a du changement, mais n'hésitez pas à partager ces vidéos parce qu'elles peuvent faire du bien. On a encore beaucoup de retours. J'ai encore des retours. Des gens qui m'appellent pour me proposer des sujets. J'ai reçu des propositions de sujets intéressants qu'on va aborder cette année encore. Et aujourd'hui, on est bien entouré puisqu'on a Caro, toute de bleu vêtue. Tu es jolie, Caro. Merci. Une vraie française. Ouais. Tu vas bien. Oui, Un ça vrai va, schtroumpf. merci. Un vrai schtroumpf, voilà. T'as vu la différence de rapport. Il a l'art des compliments. Hein, quand même, ça va. Tu es en forme? Ouais, en forme. Bon. Très bien. Papa, bon voilà. Pas Sportif. Non, je pourrais. Très sportif. J'appellerais pas ça sportif. Voilà, c'est un style. C'est le style. C'est bien. Claude, j'ai même pas envie de lui demander. Tu vas bien, papa? Un peu fatigué parce qu'il m'est arrivé quelque chose. Oh là. C'est que je me suis réveillé en pleine nuit. J'avais rêvé que j'ai raté l'émission. Oh. Oui. Ah ouais. Et que j'étais en retard et que voilà, j'ai mis tout le monde en difficulté. Oh. Ce que j'ai horreur de faire. Oh, Et bien sûr. voilà. Moi, j'étais réveillé en pleine nuit, mais comme toutes les nuits. Mais voilà. Ce n'est qu'un cauchemar. Oui, la preuve, c'est que je suis là à l'heure. Formidable. Claude, tu es tout beau, ça te va Merci, bien? c'est gentil, c'est gentil. T'es en forme? Oui, je vais le dire à ma femme, ça va, il est beau le pull. Ouais, il a rétréci un peu au niveau des manches. C'est vrai, hein? C'est pour ça que t'es Mais comme non, ça. Hein? mais non. Étends-les une fois, t'es Merci, bon. formidable. Et toi, tu vas bien? Écoute, moi ça va, un peu fatigué comme toutes les nuits, réveillé, mais Aïe. sinon ça va. Les C'est la enfants? vie. Ouais, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Non, mais je remercie mon épouse qui se lève beaucoup plus que moi, parce que moi, quand je me lève la nuit, je ne m'endors plus. Donc, Aïe. je peux donner un biberon, 3h30 du mat, de 3h30 jusqu'au Ah bah tu peux jusqu'au penser à lendemain. ton papa. Et tu te lèves plus? Ah, je m'endors plus après. Waouh. Je m'endors plus. Donc, je le fais, mais je le fais rarement en situation... Je suis vraiment à la dernière roue à ce moment-là. Mais ça fait du bien aussi, hein, ça maintient en forme. Les bébés, les cris des bébés comme ça, stridents, on les aime à ce moment-là. Hein, on prie pour, ouais. C'est toi un jour hein, qui t'es... Passons, Tu devais donner continuons, moi je pense que Tu ce devais serait donner le dommage biberon et tu t'es trompé, tu nous as mis la tête à l'envers. Hein. C'était Josué. C'est ça hein, l'histoire. Hein. Mais c'est... C'était ça. Hein. Tiens, mais Oui. tu peux raconter cette anecdote. C'est bien, Oui. c'est édifiant. Mais vraiment, hein, Non, mais On veut savoir. j'ai comme toi, j'ai beaucoup de difficultés à pas me rendormir, mais à me lever. Donc je me suis levé pour chercher le bébé, et puis pour ne pas me réveiller, parce que c'est ça le but, c'est de pas trop se réveiller. J'allume jamais la lumière. Donc j'ai pas allumé la lumière, et quand j'ai pris le bébé, il pleurait encore plus. Alors j'ai essayé de le bercer un peu pour qu'il se calme. Et quand j'arrive dans ma chambre où ma femme venait d'allumer sa lampe de chevet, puisqu'elle l'allaitait, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors j'étais d'autant plus triste que j'avais déjà fait l'effort de me lever. Et voilà que je me faisais gronder. Mais en fait, j'avais pris le bébé à l'envers, j'avais la tête en bas et les pieds en haut. Et c'est bon. ce qui explique Josué. les pleurs. Non, mais, Donc, oui, ça explique voilà. pas que les pleurs. On Mais- comprend mieux Josué maintenant. Oh non, non, mais après ça, Mais je non. dois dire que je fus libéré de cette tâche. Ah, ouais. Ah, c'était la bonne Jamais technique. plus. Sacrifier un enfant sur 6 pour... Jamais Non. plus, on me désigna pour chercher un bébé en pleine nuit. Bon, alors aujourd'hui on va parler un peu de justice, on va parler aussi, on a fait un sujet sans invité au cœur de la justice de Dieu, etc. Mais j'aimerais qu'on puisse, puisqu'on a tout à l'heure une avocate qui va être avec nous, je me réjouis de ce moment-là. Mais avant ça, on a un sujet, gérer les conflits en tant que chrétien. Je me suis dit, tiens, on va de temps en temps, vous savez que j'aime bien sortir une petite anecdote, un petit fait divers, et puis j'en ai trouvé un que j'ai trouvé sympathique. C'est la gendarmerie des Vosges qui a posté sur ex-Twitter, qui s'appelle X maintenant, qui a posté ce tweet. Intervention peu banale aujourd'hui, intervention peu banale il y a quelques jours dans un village au nord du département, suite à un différend de voisinage au cours duquel l'un des protagonistes a brandi une croix dans le but d'exorciser son voisin malfaisant. C'est pas mal. J'ai dit, tiens, mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, faut-il exorciser les voisins, trop. les voisins Et de l'ail. compliqués avec de l'ail, il a dit l'ail. Claude. Ça, c'est les vampires, ça. On n'a pas dit d'en faire une salade. On a dit- Ben, c'est sûr que... Bon, en tout cas, ça veut dire qu'il croit à ça. Hein.
Ah bah oui. Donc, je me suis dit peut-être que c'était un chrétien. Je ne sais pas s'il était de notre église. En tout cas, enfin, je l'espère pas pour le coup. C'était un Vosgien. C'était un Vosgien. Déjà. Ouais, c'est possible. Oui, là, ça veut dire beaucoup. C'est vrai. C'était un Vosgien. C'était un Vosgien. Oh, Ça, alors c'est- là, Les clichés. je vous laisse la responsabilité de Allez, vos les propos à tous Tu les l'as deux. pensé. Tu l'as Oh là là. pensé. Moi, c'est que le Seigneur aime tous mes amis vosgiens. Amen. Oh, ça bah y oui, est, bah ça oui. y est. La preuve, il leur a donné une croix. T'as vu mais justement, comment vous vivez les conflits en tant que chrétien? Vous est-il arrivé de penser qu'il faut exorciser votre voisin ou quelqu'un dans la famille Votre voisin, tu as regardé Claude et quoi, c'est pour ça que t'as tiqué. Non. Comment vous vivez un peu? Parce que finalement, les conflits, ça peut arriver. On peut être en conflit avec quelqu'un parce que lui le souhaite aussi. Hein. Donc, comment vous vivez les conflits, vous, personnellement? Bah, en général, moi, je les vis très mal. J'aime pas être en conflit. Voilà, c'est pas dans ma nature. Il faut déjà que ce soit à cause de positions qui sont les nôtres, où là, on est prêt en guillemets, à résister. Mais sinon, les conflits, j'aime pas. Bah, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment les conflits. Oui, Ah je pense. Ouais. Ah oui, oui. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Alors, Des gens je suis pour pas qui dans c'est ce un mode club. de vie. Ah oui, oui, oui. Ça les maintient en vie. Je crois que dans tous les villages, il y a des gens qui ont des procès avec 80% des Non, habitants du village. Si, il y a des gens qui aiment. Mais le c'est conflit. qu'ils ont trop d'argent, c'est différent. Non, je ne sais pas à quoi ça tient, mais Mais tu peux avoir un voisin, par exemple, qui est énervé parce que ta clôture est trop haute et qui te pose des problèmes systématiquement. C'est un conflit. Oui, je m'entends bien avec tous mes voisins. Oui, donc, non, mais je te parle pas de tes voisins. Oh là là. Oh là. Mais c'est vrai que le conflit de voisinage, c'est vraiment C'est- typiquement la chose qui t'empoisonne la vie et que du coup, ouais, il faut éviter au maximum. Ah, t'as des gens qui ont déménagé. Hein, Bien ça. sûr. Mais pour moi, les premiers conflits qui sont empoisonnants, c'est ceux dans la famille. Hein. Ah, bien C'est sûr. Bien avec ton épouse, c'est là que ça commence. C'est j'allais là que c'est dire. le plus compliqué. Toi, t'as quand, jamais connu ça, non? C'est pour ça que, en fait, avec Claude, tu n'as encore rien dit. Peux-tu prendre la parole? En fait, avec les voisins, ça se passe bien parce qu'il y en avait largement assez à l'intérieur de la maison. Claude? Mais c'est bien parce qu'on parle de gestion des conflits. Pasteur Sam l'a bien dit. Pour moi, les conflits sont inévitables. C'est-à-dire, quoi que je puisse faire, nous serons confrontés aujourd'hui, confrontés à des conflits. Des conflits, ça peut être... conflit, c'est désaccord, hein, parce que des fois, quand on parle de conflit, on est directement dans... Les cris. dans ouais, des crises choses. et dans des tensions. Ça peut être un désaccord. Du coup, on est confronté chaque jour à des conflits. Et quand on parle de gestion de conflits, c'est la capacité à prévenir et c'est la capacité, quand les conflits viennent, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma position, quelle est ma posture? Je pense que chaque jour, on est amené à être confronté à des conflits. Des fois, nous sommes l'auteur, des fois, nous sommes victimes. Toi, t'as déjà été en conflit avec Claire? Oui. Bon, c'était toi le fautif, alors connaissant Claire, c'est... Oui, merci de me poser cette question. Elle me suit, donc oui, c'est moi l'auteur. C'est moi l'auteur. Mais Je suis le responsable. Mais comment tu as géré? Alors justement, tiens, allez, comment tu as géré? on apprend, c'est-à-dire on apprend. Au début, on est pris par le conflit et on le subit et on vient avec nos propres armes, parce que quand on est dans le conflit, finalement, on le subit. On le subit et c'est à chacun avec ses arguments, c'est à chacun avec ce qu'il a, ses émotions, ses sentiments. Mais avec le temps, on apprend, c'est ce qui nous aide à prévenir le conflit, parce que finalement, le conflit peut être cyclique, notamment dans le cas d'un couple. C'est-à-dire, on se met en conflit pour les mêmes raisons. Ça va être l'éducation des enfants, ça va être les finances, ça va être la gestion du quotidien, la gestion des ménages, la planification de la journée. Et avec le temps, on apprend, mais ces sujets-là, comment est-ce qu'on peut les traiter? Ou bien quand ils arrivent, comment est-ce que je peux gérer mes émotions face au conflit? Bah, ça, c'est une question. Ça veut dire que quand vous avez un conflit, et on va peut-être élargir au-delà de la famille, parce que tu peux avoir un conflit au travail. Toi, tu n'en as pas parce que tu es le patron, tu vois, mais tu peux... Moi, je me sens pas patron. Non, mais oui, mais au final, quand même un petit peu... le patron. C'est quand même un petit peu. Hein. Mais tu peux avoir un chrétien qui a un conflit au travail. C'est Oui, ça bien qui a une sûr. difficulté et certains ils sont dans des situations vraiment compliquées. Est-ce que donc faut-il réagir tout de suite? Faut-il laisser du temps? Mais est-ce que des fois laisser du temps c'est pas Moi, je dirais quand même que étouffé? une des choses dans la gestion des conflits, souvent ne pas aller au conflit, c'est-à-dire
c'est pas être belliqueux, hein, mais à un moment donné, quand on voit qu'il y a une situation qui bloque, oui, ça veut dire qu'effectivement il y a un conflit, il faut aller le régler, quoi. Et moi, je sors d'une famille où on aurait plutôt eu tendance à dire ouais, on fait pas de vagues. Et du coup, on va pas forcément aller régler la chose. Mais finalement, il faut quand même apprendre à aller adresser les points sans pour autant que ça devienne explosif. Ça, c'est un autre exercice, par contre. Gérer le conflit sans que... Réussir à dire les choses. Voilà, de façon assertive, sans dire les choses comme elles sont, sans agresser l'autre, mais dire les choses quand même tout droit, quoi, pour arriver à avancer dans la gestion du conflit. Mais c'est vrai que fuir le conflit ou le taire, en fait, ça, à la limite, ça le fait que grandir et puis à un moment donné, comme une cocotte minute, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que je ne sais pas si c'est que propre aux familles, à certaines familles, mais c'est lié aussi à une culture peut-être même chrétienne, chez les Ménonites, il y avait un peu cette sensibilité-là. Et dans nos milieux évangéliques, moi je me rappelle pendant longtemps, on parlait de la notion de procès, etc. Est-ce qu'un chrétien peut faire un procès, par exemple? Est-ce qu'un chrétien, il a une difficulté sur son travail, ou il a subi une injustice? Est-ce qu'il a le droit d'aller au prud'homme? Ou au-delà de est-ce qu'il a le droit, est-ce que c'est bien? Beaucoup se culpabilisent aussi. Je vais m'adresser au pasteur. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Je pense que la question mérite d'être posée. Et je crois qu'avant d'entreprendre des démarches comme celle-là, à mon sens, quand c'est possible, il faut chercher un arrangement à l'amiable. Autant que possible, il faut favoriser cette voie-là. Est-ce que c'est toujours possible avec tout le monde? Non. Alors, après, nous sommes des citoyens, tout en étant chrétiens, nous sommes des citoyens, nous avons des droits. La loi est la même pour tout le monde. Et à partir du moment où quelqu'un, finalement, nous fait du tort en enfreignant des règles qui sont établies, nous avons le droit de nous défendre. Je pense que la confusion chez les chrétiens est souvent liée au fait que l'apôtre Paul dénonce le fait que des croyants pouvaient porter plainte les uns contre les autres. Mais ça, j'aimerais en parler après, justement, les conflits entre chrétiens. D'accord. Mais des fois, on se culpabilise de se dire, mince, je pense à quelqu'un, par exemple, qui a eu un problème sur son lieu de travail, et en quittant le travail, l'employeur ne lui a pas payé ce qui lui était dû. Et si elle ne s'était pas défendue, cette personne-là, elle n'aurait jamais reçu... Alors, justement, voilà, ça c'est un cas typique où... il y a une différence entre avoir le droit de le faire et avoir la volonté de le faire. Puisque suivant ce dans quoi vous vous engagez, il faut aussi avoir la conviction. Il y a des procédures qui peuvent user ceux qui l'ont engagé. Hein, donc, c'est sur des années. Donc j'étais déjà dans ce genre de situation où on me demandait mais faut-il que je fasse la démarche? Et je dis c'est pas moi de vous le dire. C'est à vous de savoir jusqu'à où êtes-vous prêt à aller. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans cette voie-là et à payer le prix qui va avec? Parce que parfois, c'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc il faut, je pense, aussi calculer si ça vaut la peine. Ouais. Est-ce que par rapport à l'énergie que ça va me demander, est-ce que par rapport à, est-ce que ça, c'est comme quand j'ai un conflit aujourd'hui quand j'ai un conflit avec ta maman, ce qui est quand même très rare maintenant. Tu portes plainte. Mais je porte plainte auprès du Seigneur. C'est pas bien ce qu'elle fait. Quand j'étais plus jeune, je réagissais au quart de tour, je me sentais outré, je rentrais dans, et puis après ça durait 4 jours. Aujourd'hui, je prends du recul, je me dis, est-ce que du syndicat. Parfois 8 jours, bon, bref. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà. Est-ce que si je réagissais... Et aujourd'hui, très souvent, je vais plus au conflit. T'as plus de force. Non, parce que d'abord on a vieilli tous les deux, on n'a plus de force. Le vieux lion n'a plus de dents pour mordre. Et puis tu vois les choses différemment. Tu te dis, mais ceux que ça va engendrer ne méritent pas... ne mérite pas autant d'investissement en énergie. Donc, je renonce. Et puis, ça se règle après. Maintenant, il y a des situations de harcèlement, par exemple, sur le lieu de travail. On peut parler même par exemple, d'agression, de viol. Oui, ou porter plainte, c'est nécessaire pour obtenir réparation. Et dans tout le processus de guérison. Et là, oui. Là, je l'ai encouragé. Il y a des degrés, en fait, de conflit. Il faut être capable de jauger en fonction. Et puis ensuite, il y a aussi... Mais il y a la part de la personne. C'est pour ça, souvent, on vient nous consulter.
consulter entre guillemets. Hein. On vient nous demander, pasteur, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois aller au procès? Moi, j'encourage quand même les personnes à être conscientes que c'est leur décision. Il ne faut pas qu'elles y aillent juste, oui, mais moi, à votre place, je le ferai. Ah, mais je ne suis pas à leur place. Oui. Puis ensuite, je ne sais pas tout non plus. C'est vrai. Moi, à ce moment-là, j'ai juste l'écho de la personne. Mais je ne suis pas sur le lieu de travail, je n'ai pas entendu le patron, je n'ai pas entendu les collègues qui travaillent avec. Et des fois, je dois dire, j'ai eu des surprises où je me suis dit, mais heureusement, je ne me suis pas prononcé. Oui, c'est juste ce que tu dis en plus. Dans des conflits, on aurait parfois tendance à prendre parti pour l'un ou pour l'autre assez vite. En fait, il faut surtout, à mon avis, se garder de ça parce que dans une histoire comme ça, tu as toujours d'abord un son de cloche et puis la personne que tu connais bien, tu auras tendance à la croire, mais tu sais pas en fait ce qui se passe de l'autre côté. Et du coup, à la limite, de te mêler de ça et de vouloir faire l'entremetteur, ça peut même faire... Ça peut être destructeur. Ça peut être destructeur. Ça peut faire grandir encore la chose. Et puis juste le parti pris lié au fait que, mais la sœur est chrétienne ou le frère est chrétien. Non. Donc, c'est comme si c'était un Stampfel de bonne conduite. C'est pas toujours le cas. Hein. Tu veux dire, j'aime bien quand tu essayes de prendre la parole, Claude. C'est toujours mignon, en fait. Mais oui. C'est des petits signes du doigt. Mais... C'est un petit signe avec un petit râlement dans la gorge. Non, mais non. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, Caro, qui dit, mais il y a des conflits qui ne sont pas visibles, mais qui sont internes, parce que pendant longtemps on a étouffé. Oui. Ce n'est pas par la parole. On ne rentre pas en conflit, mais le conflit est silencieux, il est interne. Mais il n'y a pas moins de conflit là, parce qu'on est en désaccord. Et pendant longtemps, on a fait taire. Et Caro a dit quelque chose que j'aimerais approfondir, de dire, mais il y a quand même conflit. Oui. Donc, la démarche de dire, je vais le dire ou je vais le régler, pour moi, c'est une démarche essentielle dans la maison de Dieu. Et souvent, on a, sous l'effet de la foi, de la maîtrise de soi, pas manifesté au dehors par la parole des conflits qui sont internes et qui ont étouffé et qui ont divisé et qui ont détruit les familles. On parle de tabou. On parle d'endroits où on n'a pas dit, on a gardé. Et je pense réellement que le Seigneur nous demande de rechercher la paix avec tous. Il dit aussi, heureux ceux qui procurent la paix car ils sont appelés fils de Dieu. C'est deux sortes de paix. Il y a la paix intérieure que je dois trouver en moi, parce que le conflit met aussi à mal nos émotions et nos émotions. Donc, il y a une démarche de paix intérieure et qui doit se manifester aussi par une démarche de paix avec l'autre. Mais je pense que des fois, on ne sait pas comment commencer, parce que effectivement, il y a ce texte par exemple qui dira si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Et c'est son frère. Et c'est pas. Et d'ailleurs, c'est pas. Et d'ailleurs, c'est pas si tu as quelque chose contre ton frère, c'est si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Mais il y a aussi ce verset qui dira l'amour couvre une multitude de fautes. Et des fois, on se dit mais je vais couvrir la faute, mais en fait, ça crée quelque chose en moi. D'accord. Et comment le gérer? Alors justement, ça me permet de basculer sur ça. Comment on fait quand il y a un conflit entre chrétiens? Comment vous conseillerez les conflits? Moi, j'ai déjà convoqué les deux protagonistes pour les aider. Pour les aider dans... Parce qu'ils n'arrivaient plus à se parler. Parce qu'ils n'arrivaient plus à se parler, ou alors parce que je me suis retrouvé dans des situations où l'un des deux partis avait le sentiment que la justice et la vérité ne sera que présente dans la mesure où lui, il a raison. Et ça demande un cheminement. Oui. Ça demande un cheminement, ça demande déjà d'arriver à écouter l'autre. Et l'avantage, parfois, lorsqu'on est présent, c'est que les deux parties peuvent s'exprimer, puisqu'il y a une forme d'arbitrage. Évidemment, l'arbitre doit être neutre. Mais je pense que c'est important d'encourager la parole. Sinon, ça va nourrir de l'amertume, de l'aigreur, parfois même des fantasmes. Hein. Parfois même des fantasmes où on se dit mais le pasteur, lui, il a un parti pris. Alors que là, on peut amener les deux personnes en présence. Et ça m'est arrivé aussi avec des couples. Ça m'est arrivé avec... Parfois, je regrette, puisque j'ai soit un mari, soit une dame qui a son époux non-croyant. Et parfois, je regrette que
que la personne non-croyante n'est pas toujours prête à venir. Mais ça vaudrait parfois la peine de l'entendre. Oui. Ça vaudrait parfois la peine de Absolument. l'entendre. Ou même, ça vaudrait ça vaudrait toujours la peine de l'entendre. Donc, je crois que c'est important de pouvoir encourager l'expression. Et puis, quand c'est possible, ben c'est faire ce que la Bible dit. Si tu sais, va et trouve ton frère. Le problème, c'est qu'on va trouver tout le monde, sauf le frère. Voilà. Et c'est Puis les ça autres qui vont trouver le frère. Et puis ça demande du courage quand même, je trouve, vrai. d'aller C'est voir. vrai. J'ai un truc, t'as un truc contre moi et ok, J'ai l'impression que tu as un truc contre et moi. je viens te rassure, te, j'ai je rien. viens te voir. Ça demande du courage. Et comme dit, peut-être une culture ambiante. Enfin, c'est mal compris, je pense. Une culture ambiante chrétienne, ouais, un peu. Les gens ont l'impression que c'est le monde des bisounours, quoi. Tout le monde il est beau, tout le monde Ouais. il est gentil. Puis quand tu découvres la foi, tu te dis ouais, ça va être merveilleux. Les gens c'est l'amour et tout. Mais en fait, non, oui, il y a l'amour, mais Amen. on reste humain. Et du coup, ouais, je trouve que ça demande du coup. Et je trouve que c'est ça la grâce de Dieu. Les C'est pas qu'il n'y ait plus aucun problème. C'est qu'on soit capable de surmonter tout ça C'est pour ça. continuer de rester unis aussi. Et justement, c'est parce qu'il y a l'amour. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de vérité. C'est C'est vrai. vrai. Et dire la vérité dans l'amour, c'est ça le défi. C'est vrai. Et, Mais au bon moment et de la bonne façon, C'est au ça. bon endroit, avec Alors les bonnes si personnes. maintenant on fait comme, ça. si on reprend le passage où Paul parle justement de la justice, etc., est-ce qu'un chrétien, il peut porter plainte contre un autre chrétien ? Allez, on parle maintenant par exemple quelqu'un qui a un frère qui a demandé à un autre frère qui a une entreprise pour poser des fenêtres et qui fait, je pense pas à quelqu'un de spécifique, Ouais, je pense n'ai aussi. je sais. Et qui fait n'importe quoi, qui l'a volé. Mais est-ce que ils n'arrivent pas à le régler? Est-ce qu'il peut porter plainte? Qu'est-ce que vous en pensez en tant que chrétien d'aller devant les tribunaux je pense qu'après, à ce moment-là, il y a des assurances. Hein. Il y a des assurances, et puis c'est aux assurances de régler. S'il y a des malfaçons, Ouais, ou s'il y a des malfaçons, c'est par là que ça doit se passer. Mais il est évident que le premier chemin, encore une fois, C'est discuter. Tu discutes, Bah, partager. c'est d'essayer de régler le conflit lié à la malfaçon. En Ça serait demandant à vraiment personne de refaire. la dernière solution d'aller devant les tribunaux. Ça peut être une autre histoire, hein, mais une autre affaire. Mais nous, ça nous est arrivé dans un contexte trop compliqué à expliquer, mais dans le milieu chrétien, avec deux chrétiens où il y avait un conflit, en fait, c'est passé par une médiation. On a saisi un médiateur. Et en fait, ça fait que tu rentres pas dans la procédure judiciaire, mais ça se Ça te passe. permet de l'éviter, ouais. Voilà, mais et du coup aussi de mettre très au clair les protagonistes sur attention, si vous allez plus loin, voilà comment ça va se passer. Donc il y a tout intérêt à trouver un terrain d'entente et du coup, comme le médiateur voilà, une vraie compétence et en fait, en général, quand même, ça fonctionne assez bien. Et on est déjà dans quelque chose de plus protocolaire, officiel. Donc ça, voilà, c'est ça aussi. S'il y a besoin d'une réparation, quelque chose, c'est quand même beaucoup plus. Il y a quelque chose de plus officiel, mais on n'est pas non plus là dans le procès, quoi. Ouais. Moi, je me permets toujours on est là dans la résolution du conflit. On a parlé de la gestion du conflit, la résolution du conflit. La Bible nous dit rechercher la paix. Ce n'est pas, on dit pas, et le pasteur Sam le disait tantôt, c'est bien le terme, tantôt. Il disait tantôt, à un moment donné, je me dis, mais est-ce que je cherche à avoir raison dans le conflit avec Dominique? Où je recherche la paix? Est-ce que je mesure les conséquences finalement de ma démarche à avoir raison, à demander justice? On ne dit pas chercher justice, on dit rechercher la paix. Autant qu'il On est dit possible. rechercher la paix, autant qu'il est possible. Et pour moi, la résolution du conflit passe par rechercher la paix. Je suis avec un bien-aimé frère en Christ. Est-ce que je cherche à avoir raison? Est-ce que je cherche à ce qu'on me rende justice? Ou est-ce que je recherche la paix? Et pour moi, la résolution du conflit passe toujours par cette démarche. Qu'est-ce que je recherche? Parce que finalement, avoir raison est une chose. Et des fois, on vient avec des protagonistes qui veulent avoir raison, mais qui ne veulent pas rechercher la paix, parce qu'ils veulent repartir après chacun sous ses tentes. Mais celui qui finalement veut est le médiateur. Pour lui, le but, c'est quoi? C'est que les bien-aimés sortent de ce lieu réconciliés.
le but, c'est pas que quelqu'un sorte avec l'idée de dire c'est finalement lui qui a raison. C'est l'objectif de la résolution d'un conflit, rechercher la paix. Ça veut dire que chacun des protagonistes va donner, va laisser une partie de sa raison pour pouvoir aller vers un objectif finalement plus grand, celui de la paix. Et si vous me permettez, je vais lire un verset quand même. Moi, qui m'a parlé quand je préparais c'est Jésus qui dit Démission. heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, on est dans Matthieu 5, car le royaume des cieux est à eux. Et il va dire plus loin, excusez-moi, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant ce que tu es en chemin avec lui. De peur qu'on ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier, accorde-toi avec ton adversaire. Et plus loin encore, il dit, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. C'est-à-dire, il nous pousse à aller plus loin. Il te dit, mais si quelqu'un veut avoir raison. Mais laisse-le avoir raison. C'est terrible parce que c'est fort et ça nous dépasse. Il dit, et il va finir ce Matthieu 5 par aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Soyez donc parfaits, verset 58, comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire, il nous donne encore un niveau d'exigence. Ouais, la barre est super haute, là. Une barre super haute sur ce dont nous sommes en train de discuter, là. Et finalement, nous en restons là à dire, Seigneur, c'est dur. Au secours. Fais-nous grâce. Augmente-nous la foi. Fais-nous grâce. Mais parce c'est vrai, oui. quand au quotidien, Maintenant, tu vis avec des gens comme ça, c'est compliqué. Maintenant, c'est très difficile. Je pense quand même qu'il faut je pense quand même qu'on est confronté aussi à des situations où vous avez, même dans les églises, des délits qui sont d'ordre criminel, qui ont engendré un conflit qui, lui, est d'ordre criminel. Et la tendance qu'on a souvent, c'est de dire non, mais ne portez pas plainte. Lié à des versets comme ceux-là qui sont justes. Hein. Oui, mais qui alors que je crois que dans les affaires criminelles, moi j'ai vu, parfois, j'ai presque regretté qu'il n'y ait pas eu vraiment quelque chose de clair qui soit fait, parce que suivant les cas, les gens récidivent. Et tu entends quoi par affaire criminelle? Ah des abus sexuels, vol, vol, toutes sortes, mais souvent dans les cadres de l'abus. Et je me dis, mais là encore une fois, c'est pas moi qui dois dire faites-le, mais ma responsabilité, c'est déjà de ne pas dire à la personne ne le fais pas. Mais oui. Ne le fais pas. Parce que très souvent, et ça je l'ai vu, la tendance c'était de dire non, écoute, ne le fais pas, tu te rends compte, avec sa famille, avec ceci, tout ce que ça va engendrer. Et là, on met un poids de culpabilité en plus. On met un poids de personne. culpabilité en plus sur une personne qui déjà est détruite. Je pense qu'il y a certains cas, effectivement, pour moi ce verset-là, mais qui est très juste, mais qui est lié. Tu vois, on parle d'une tunique, on parle de faire 1000, c'est marcher, quoi. Hein, c'était à ce moment-là, c'était faire un nombre de pas en portant des bagages. On parle pas, par exemple, d'un abus sexuel ou de choses qui sont sordides. Et là où c'est important aussi, les autorités, c'est Dieu qui les a placés aussi, donc c'est important aussi la justice doit être rendue. De rendre justice, c'est important. Et je pense que dans l'Église, il y a certains conflits qui sont nés de choses pareilles que la justice doit juger, pas nous. Ouais. Nous, on n'a pas le droit. On ne peut pas se substituer à la justice. Est-ce que nous, par exemple, dans un conflit... Après, on va avancer, ça fait c'était une question. Est-ce que l'Église, est-ce que le pasteur peut dans le cas d'un conflit avéré ou d'une faute avérée d'un frère par rapport à un frère, est-ce qu'il a le droit de prendre une décision, par exemple, sur celui qui est coupable, qui n'est pas de l'ordre pénal? Oui. C'est-à-dire de dire à un frère, écoute, suite à ce que tu as fait là, voilà, est-ce que l'Église
peut se positionner, notamment dans le service, dans la présence d'un bien-aimé dans Moi, l'église. j'ai demandé à des serviteurs de Dieu de se retirer du ministère. Wow. Ah oui, ça c'est. Je pense qu'à un moment donné, on n'est plus crédible. Mais est-ce que maintenant quelqu'un qui allait une histoire de vol, là, c'est sûr qu'il s'agit de choses qui sont importantes et sérieuses. mais une histoire de vol, allez, une histoire de vol. Une personne dans l'église a volé une autre, ils vont pas aller devant les tribunaux. Est-ce que toi tu peux dire, bon ben maintenant, voilà, écoute. Maintenant, ce que je vais lui demander d'abord, c'est restitue ce que tu as volé. Ah oui. D'accord. Et si tu restitues ce que tu as volé, que tu te reprends, ben s'il ne le fait pas, alors tu te retires de. Si tu fais quelque chose dans l'église, tu te retires de ta fonction. Si la personne, tu as déjà dit à quelqu'un de ne pas venir à l'église, De ne plus revenir. On ne veut plus aujourd'hui que tu fasses partie de l'assemblée parce que nous t'avons prévenu. Ça m'est parce arrivé, que tu oui. continues. Ça m'est arrivé. Il y a certains textes qui disent ça a été rare. Je l'ai livré, Mais- livré à Satan, Mais ça a été rare, mais ça m'est arrivé. Mais je veux dire pour des raisons quand même majeures. Hein. Ok. C'était pas. Mais c'est important Anodin. aussi parce que mine de rien, il y a quand même une certaine responsabilité, par exemple sur le pasteur, pour diriger. Mais pour diriger, il faut aussi avoir une liberté pour exercer cette autorité Et protéger les brebis. et protéger certaines, bien sûr. Ça c'est sûr. On va avancer parce que le temps passe et on a une très bonne interview qui va venir, puisque j'aimerais qu'on accueille Yosune Ekanis qui va venir avec nous. C'est une avocate et on se réjouit de ce moment. Yosune, tu peux venir parce que justement, on va rester sur le thème de la justice. On a parlé entre nous. Maintenant, elle va nous dire bonjour Yosune. Bonjour. Maintenant, tu vas nous dire ce qui est juste de ce qu'on a dit et ce qui est faux. On est ravis de t'avoir avec nous. C'est rare de pouvoir avoir. On n'a jamais eu, en tout cas, un avocat ou une avocate. Et c'est rare parce que tu me le disais pour préparer, jusqu'en dernière minute, je peux être appelé pour plaider. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, mais aussi la nature parce que dans le métier d'avocat, il y en a de toutes sortes. Qu'est-ce que tu fais précisément, si tu peux nous expliquer un petit peu Bien pour sûr. commencer. Alors, je m'appelle Yosune Echaniz et je suis avocat depuis une trentaine d'années. Donc, ma pratique au quotidien, c'est du droit de la personne. Donc, qui dit droit de la personne, dit droit de la famille, droit social, droit pénal, familial. Donc, c'est un domaine qui est très large, mais qui est passionnant, qui est très vaste et qui recouvre beaucoup de choses. C'est un domaine où il faut être un bon praticien du point de vue droit, les règles de droit. Mais c'est aussi un domaine où on a des relations humaines très, très étendues, voire profondes, où je dirais le psychologique, bien que l'on ne soit pas formé, on se forme sur le tas, est quand même important. Donc ça, c'est mon domaine d'activité depuis une trentaine d'années. Ça t'est jamais arrivé de défendre quelqu'un qui a pratiqué un exorcisme contre son voisin, hein? Non. Non, mais on a quand même vu des footballeurs qui ont porté plainte l'un contre l'autre, puisqu'il y en a un qui a boucané l'autre. Hein. Enfin, boucané. Qui a fait du C'est quoi, jeter un marabouté. sort Qui a marabouté l'autre. Le oui. poulet boucané, il est très bon. Il l'a boucané, il l'a Spécial dédicace à il l'a- Gaston. il pour l'a- sa part. il l'a Merci. fumé. Il l'a marabouté, là. Mais ouais. C'est il n'y a pas très Mais longtemps. pourquoi il m'a regardé quand il a dit marabouté? Non, mais je regarde, ça. je regarde Yosune. Ah, j'avais Pourquoi tu l'impression. ce Oh, mais sentiment toi, de t'es un peu le persécution Calimero. Ah hein, non, tu- mais j'avais l'impression, Ah, on me regardait. Il est atteint par un syndrome de On dit persécution. maître. Hein. Oui. Non, d'accord, maître Yossone. Maître Echaniz, Maître par le nom de Echaniz. famille. Pardon. C'est le nom de Oui. famille. Maître C'est- Echaniz, oui. D'accord. Et moi, c'est Maître 80. Oh là là là. En plus, il s'est rajouté des centimètres. Non, non, Yosune- C'est dommage. Le maître désigne celui qui maîtrise son domaine, qui est Oui, bien censé sûr. le maîtriser. Voilà. Quel est, Yosune, ton rapport à justement la culpabilité? Est-ce que tu as déjà défendu des gens où tu savais qu'ils étaient coupables? Moi, je trouve cela chez l'avocat, mais pour moi, c'est passionnant. Tu sais, il y a des preuves, etc. Mais est-ce que tu as déjà défendu des coupables? Est-ce que volontairement, tu as pris des dossiers où tu savais et tu te dis, mais ils ont besoin d'un avocat, même s'ils sont coupables? Alors, si on défendait que des innocents, on ne serait pas là. C'est ça. L'avocature n'existerait pas. Quand je commençais dans la profession et j'étais attirée par la profession, je me rendais compte on peut être tous coupables. Et qu'on est tous coupables à des niveaux différents. Il y a des choses qui arrivent devant les tribunaux, il y a d'autres pas. Et donc, dans ma pratique, effectivement, j'ai défendu des gens qui étaient coupables.
Sachant qu'ils étaient coupables. Tout à fait. Alors, il y a des gens qui avouent qu'ils sont coupables. Il y a des gens qui n'avouent pas qu'ils sont coupables, mais les éléments du dossier font qu'on comprend qu'ils sont coupables. Donc, on va les aider à cheminer aussi. Et puis, le sens de défendre un coupable, et c'est ce qui m'a attirée dans la profession. Premier point, c'était le courage d'avoir un discours différent au discours ambiant. T'es coupable, tu vas être condamné. Non. L'avocat, c'est lui qui a le courage de dire il est peut-être coupable ou peut-être pas coupable. Mais moi, je vais apporter une voix dissonante. Je vais avoir un narratif qui est différent. Je vais apporter la contradiction. Et donc, la contradiction, c'est très, très important. Et malheureusement, je vois que dans notre société, elle diminue de plus en plus. Le contradictoire est vraiment indispensable pour l'avocat. Et la justice fonctionne sur le contradictoire. Tu crois avoir raison, moi, je crois avoir raison. Voilà, tu apportes tes éléments, j'apporte mes éléments. Et donc, le tribunal va dire, en fonction de la norme, ce qui est juste d'après la loi ou pas. Donc le contradictoire est très très important. Et dans le cadre d'une culpabilité, les gens croient souvent que voilà, il a tué, il a violé, il a frappé, il a volé. Ben, il n'y a rien à dire, il est coupable. Il a avoué, on a découvert qu'il est coupable, on ne peut plus guillotiner. Amen. Mais voilà. Pardon. Oui, on l'emmène en détention et puis on n'en parle plus. Non. Justement, l'avocat, c'est lui qui va apporter le contradictoire. Par rapport à un coupable, il y a toutes sortes de coupables. Il y a un contexte, il y a une personnalité, il y a une culture, il y a des conditions de vie, il y a des conditions factuelles. Et l'avocat, c'est lui qui va, face au parquet qui représente la société, face au tribunal qui va juger, face aux victimes, qui va dire « Ah non, je ne suis pas d'accord. Il est coupable, mais voilà ce qui s'est passé ». Et on se rend compte, et c'est ça qui est passionnant, que dans les éléments d'un dossier, les éléments matériels, il peut y avoir énormément de différences, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir beaucoup de choses qui, du coup, même si la personne est coupable, eh ben, sa culpabilité peut diminuer. Il y a le rôle de la victime. Et c'est ça le côté intéressant. Mais vraiment, moi, ce qui m'a attirée dans la profession, je pense que beaucoup de confrères, voilà, c'est ce rôle de... J'ai le courage de dire non, arrêtez. Il est coupable, il a dit qu'il est coupable, ou vous dites qu'il est coupable, mais il y a des choses à dire. Oui, parce que finalement, c'est prendre une partie de la colère qui était sur celui que vous défendez et la prendre sur soi. Moi, je pense à ceux qui ont défendu les terroristes, notamment au 11 novembre. Ils n'ont pas été aimés du tout. Tout à fait. Comment tu vis ce rapport-là aussi? Parce que, mine de rien, pour la famille d'une victime d'un violeur, tu es celle qui défendra le méchant, quoi. Alors, nous, on porte la voix de cette personne-là. Et il est vrai que pour pouvoir porter cette voix, pouvoir expliquer, puisqu'il faut convaincre un tribunal, pour porter cette voix, il faut essayer de comprendre cette personne. Donc, c'est l'empathie. On se met dans la peau de cette personne. Alors, moi, il y a des affaires que je ne peux pas traiter car je ne peux pas me mettre dans leur peau. Donc, il y a des confrères qui le peuvent et c'est très bien. Hein, et donc, tu as la liberté de dire, moi, je ne traite pas. Oui, c'est la clause de conscience. D'accord. Donc, il y a des choses que je ne défends pas, je ne comprends pas. Si je ne comprends pas, je ne peux pas avoir cette empathie-là, je ne peux pas me mettre dans leur peau et donc je ne peux pas l'expliquer. Quand je prends une procédure, effectivement, où je suis d'accord pour défendre la personne, j'essaie de me mettre dans sa peau, même si c'est des faits de nature criminelle. Moi, je pars du principe, à titre personnel, que tout le monde peut tuer. Tout le monde peut voler, tout le monde peut faire beaucoup de choses, à condition que l'on soit dans la situation. Personne n'est à l'abri. Je suis 100% d'accord avec toi. Et les gens croient de manière, dans la société, que finalement, non, il y a ceux qui ne pourront jamais, et puis il y a ceux qui peuvent. Alors il y a des grosses déceptions parfois, mais voilà. Et donc la voix, effectivement, l'avocat va devenir au procès, dans le procès, presque l'image du coupable. C'est ça. Mais il n'adhère pas. Moi, quand j'ai défendu des coupables, je n'adhère pas à ce qu'ils ont fait. Je n'adhère pas au meurtre, je n'adhère pas à l'homicide, ni au vol ou au braquage, je n'adhère pas. Mais je vais expliquer déjà comment ça s'est passé. Et je vais expliquer, je veux et je dois le faire, la personne elle-même. On juge une personne. Parce que mais du coup, tu dois créer des liens aussi avec cette personne. Bien sûr. Tu as déjà défendu un meurtrier. Oui. Donc,
quand tu crées du lien avec quelqu'un comme ça, qu'est-ce qui se passe au fond de toi? Parce que au-delà, je dirais, de l'enveloppe de l'avocate, tu restes un être humain. Comment tu le vis à l'intérieur quand tu rentres chez toi à la maison? Alors, l'avocat est celle et celui qui vit sa profession même à la maison. Même lorsqu'on est en vacances, on a beaucoup de mal à décrocher parce que les dossiers, c'est des êtres vivants. C'est des procédures. C'est ça. Et hier, un client me disait « Mais je ne comprends pas comment vous pouvez avoir ces piles sur le bureau, comment vous pouvez les travailler ?» Je lui dis « Mais c'est presque nos amis, ces dossiers-là. Moi, quand j'ouvre un dossier, par exemple, mon Jamin, j'en ai pas, mais je le vois. Précise-le quand même, c'est important. Et je me dis, tiens, voilà, ou quelqu'un d'autre, Tu repenses à la personne. On vit avec eux. Ouais, c'est pas que des informations. Voilà, non, pas du tout. C'est la difficulté et c'est également la différence entre la magistrature et l'avocature. La magistrature, bon, il y a dans certaines matières où le magistrat ne voit pas la personne. Dans d'autres matières, le magistrat va voir la personne une fois. Nous, on la voit beaucoup. Et dans le cadre criminel dont tu parlais, effectivement, quand je veux voir un criminel et que j'accepte de le défendre, puisqu'il faut que j'accepte, il faut que j'arrive à... C'est un être humain qui est en face de moi. Donc moi, je ne suis pas là pour juger. Je ne le juge pas. Je me juge moi en disant est-ce que je peux le défendre ou je ne peux pas le défendre? Est-ce que c'est quelque chose qui est défendable pour moi ou pas? Et si je passe cette barrière-là, donc je vais aller le voir, souvent en détention bien sûr, et je vais discuter avec cette personne et on se rend compte que c'est un être humain comme quelqu'un d'autre, avec des qualités, avec des défauts, des forces, des faiblesses qui l'ont conduit à commettre des actes de cette sorte-là. Et donc c'est une relation humaine. Alors lui ou elle reste le détenu, moi je reste l'avocat, et c'est vraiment dans une relation humaine, d'échange, d'arriver à lui dire des choses très dures, ce qui va lui arriver, déjà de le questionner sur sa responsabilité, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que par moment, tu l'as dit, tu perçois que la personne elle est coupable, effectivement. Quand tu la défends, est-ce que tu la défends pour qu'elle ait la peine la moins lourde et finalement, d'une certaine manière, qu'il n'y ait pas une justice... ou pour toi, tu te dis, mais moi, la justice, c'est pas moi qui l'a fait. Et du coup, bah, je vais défendre un peu ma partie à moi, je vais m'acharner dessus. Et puis, bah, voilà, la justice sera rendue et ça sera un juste milieu entre nous. Aussi, des fois, tu t'es dit, mais bah, il n'a pas pris la peine qu'il aurait pu prendre. Alors, quand même. La justice est un jeu d'équilibre et de contradictoire. Ouais. Donc, l'avocat défend sa personne. La victime a un avocat qui défend également sa partie. Il y a le parquet, là on parle du pénal. C'est quand même le plus grave. Les délits, les crimes, et Dieu sait qu'il y en a pas mal. Bon, c'est la partie la plus lourde. Il y a le parquet qui représente la société. Et donc, le tribunal doit faire la part des choses par rapport à une norme. Donc, moi, je ne peux pas me substituer à l'avocat de la victime. Je ne peux pas me substituer au parquet qui représente la société. Moi, je dois défendre ma personne, mon client, mais c'est la personne dont je suis en charge de défendre. Alors, il est coupable. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, si vous permettez, j'ai défendu une dame qui avait tué son mari. Alors, elle était coupable. Elle l'avait tué. Quand le SAMU est arrivé, il y avait encore l'orifice dans la jambe. Voilà, elle l'a tué. Donc, elle est coupable. Qu'est-ce qu'on fait? On la met en détention à vie. On l'emmène dans un asile psychiatrique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, finalement, lorsque l'enquête a été faite, on a compris comment ça s'est passé, qu'il n'y avait pas de volonté de tuer, que c'était dans le cadre d'une agression de son mari, dans un geste de défense, mais pas un geste pour tuer. Et du coup, ça colore déjà le dossier d'une autre manière. Ah oui. Oui, mais... Voilà, mais au début, elle est coupable. Dans le village, elle est coupable, vous vous rendez compte? Elle a tué son mari. Fini, il faut l'éjecter de la société. Cette dame avait des enfants également. Et puis, effectivement, moi, j'ai défendu cette dame parce que je pensais, j'étais convaincue, je le suis, qu'elle n'avait pas voulu tuer son mari.
qu'elle avait tué pour se défendre, pour lui faire peur, le menacer pour reculer. Finalement, il n'avait pas reculé. Et puis, quand vous tranchez, vous faites un trou dans une artère, ça va très vite. C'est pas comme la main où vous saignez ou un doigt un petit peu. Et elle, dans l'affolement, dans la peur. L'artère, ça va vite. Hein, oui. Voilà. Donc, je l'ai défendue, effectivement. Je voulais qu'elle ait la peine la moins lourde. La moins lourde possible, c'est ce qu'elle a eu. Après, ce dont on ne se rend pas compte... Je me permets, mais elle a quand même eu une peine. Oui, puisqu'elle a fait le geste. Mais entre 20 ans d'emprisonnement ferme et 4 ans avec des remises de peine, on arrive à 2 ans, il y a quand même une sacrée différence. Mais après, je me dis, mais pourquoi elle a... Alors, dans ce cas-là, tu me permets, mais je me dis, mais si elle s'est défendue, et c'était une agression du mari, on ne connaît pas tout, mais des fois, c'est ce jeu de, comme tu dis, d'équilibre dans la justice qui... par moment, je vais me dire, allez, si je prends une affaire, malheureusement, mais d'un viol, et que l'avocat de l'accusé est plus éloquent que l'avocat de la victime, je me dis, mais c'est presque une forme d'injustice parce qu'il aura eu les moyens d'avoir quelqu'un qui peut se payer, mais qui, je pense à celui qu'on surnommait Akitator, qui aujourd'hui est ministre, mais qui était, moi j'ai regardé une fois un de ses plaidoyers parce que ça m'intéressait quand même beaucoup. C'est impressionnant. C'est la personne, elle transpire c'est fou, on dirait une pièce de théâtre. C'est incroyable. C'est théâtral. Mais si le coupable, si l'accusé, il a un défenseur comme cet avocat-là, et que l'autre, il n'a pas les moyens de se payer. Qu'est-ce que tu en penses de ce niveau-là ? Alors, Akitator n'a pas tout gagné. Hein. Il a eu quelques acquittements, comme tout le monde. Non, mais oui. Mais après, il y a la médiatisation. Mais il y en a quand même qui sont quand même plus éloquents que d'autres. Alors ça, c'est le problème de l'accès à la justice. C'est ça. Ça, c'est encore un autre débat. Est-ce qu'on est défendu de la même manière lorsqu'on a un avocat commis d'office qui a très peu de temps pour préparer la procédure, qui est payé au lance-pierre des années plus tard. C'est le problème de l'accès à la justice. Alors, l'accès à la justice a toujours été un combat social depuis des siècles, c'est un acquis social, mais il reste ce problème-là, effectivement. Après, il n'y a pas que la plaidoirie. La plaidoirie vient sanctionner la fin de la procédure. Donc, il y a tout le dossier. Par exemple, face à un délit ou un crime, on commence par une procédure d'instruction. Et dans l'instruction, ça a toujours été le combat de l'avocature, d'avoir le rôle le plus élargi possible. Donc, déjà, on défend la personne à ce niveau-là. En demandant des actes, en expliquant au juge d'instruction qu'il doit instruire à charge et à décharge. Et après, on arrive devant la juridiction. Alors, il y a des confrères qui ne sont pas éloquents du tout. Je ne sais pas si je suis éloquente ou pas. Je fais ce que je peux, ce que je dois, mais qui ont des très bons résultats. Parce qu'ils ont préparé le dossier. Voilà, et parce qu'ils savent gérer, ils savent tout de même convaincre le tribunal, préparer son client. L'éloquence ne fait pas tout. C'est vrai qu'on a l'image du siècle dernier, même avant, où voilà, c'était l'effet des manches. En fait, l'avocat ne préparait pas des dossiers, hein, tout était fondé sur la plaidoirie. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Ça aide, bien évidemment, ça aide beaucoup, ça aide pas mal, mais il n'y a pas que ça. C'est une justice plus équilibrée quand même, alors. Oui, on essaye, la justice essaye d'être plus équilibrée, elle essaye de... Je dirais, c'est banal de le dire, d'être un peu plus objectif. C'est-à-dire de se fonder sur des éléments objectifs et non pas sur une plaidoirie qui est aussi subjective. C'est vrai. Yossouné, moi je pourrais continuer à te poser plein de questions, mais je veux leur laisser un peu de place. Est-ce que vous auriez des questions à poser ? Sinon, j'en ai plein d'autres, hein, je te rassure. J'en doute pas. Yossouné, moi je voudrais surtout pas me fâcher avec toi. mais le rôle de l'avocat, c'est quand même très souvent de semer le doute. Oui, parce qu'il y a des doutes à avoir. Donc, tu penses que dans toutes les affaires, il y a des doutes à avoir ? Dans toutes les affaires, même les affaires civiles, il y a des doutes. S'il n'y a pas le doute, ça veut dire qu'on croit plus une partie que l'autre. Et qu'un couple, on disait d'abord la présomption d'innocence, qui aujourd'hui est élevée au statut de... Oui. Aujourd'hui, la présomption d'innocence, c'est pas la plus présente. Hein. Si, moi je trouve que en tout cas,
pour ce que je peux suivre, moi je trouve que à chaque fois qu'on parle d'une affaire avérée, on dit toujours présomption d'innocence, présomption d'innocence. Mais moi je pense que pas c'est beaucoup juste. d'ouverture. On peut pas avant que le jugement soit donné. Sinon ça vaut plus la peine de juger. C'est nécessaire, je trouve, pour Je avoir trouve que quelque même- chose de je le trouve plus même équilibré que- possible. Je trouve même qu'au niveau de la présomption d'innocence, aujourd'hui, il n'y a plus de... On a Elle Il y en a est- bientôt plus. Elle est un peu maltraitée. Elle est les maltraitée. médias, Parce sont que là, justement, il y a le Oui. procès médiatique, c'était quelque Bah, chose oui, sur c'est lequel je ça. voulais revenir. Ça- Et souvent, le procès médiatique rejoint le procès populaire d'avant. C'est Il ça. faut leur C'est couper ça. la tête, Mm. ils sont coupables. C'est ça. Le procès Sur les- médiatique est très souvent déjà fait avant même qu'il y ait... Tout à fait. Ce qui amène même une forme de frustration lorsque la justice tranche dans un autre Oui, sens. oui, puisqu'on espère que ce soit les journalistes qui, finalement, donnent la sanction ou pas. Tout à fait. Donc, est-ce que toi, tu peux dire que la justice, elle est influencée par le procès médiatique en Alors, France? les magistrats, c'est des êtres humains comme nous, avec leurs forces, leurs faiblesses. Et dans certains procès, ils ont un rôle quand même très difficile. Parce qu'ils ils sont censés être indépendants, mais ils ne peuvent pas non plus ignorer certains impératifs de hiérarchie. D'un autre côté, effectivement, il y a la société qui veut influer dans un sens ou dans l'autre. Bon, je Le dirais que la politique. plupart, le politique, la Surtout le plupart politique. des magistrats essayent d'être indépendants et essayent de voir la personne qui est jugée et essayent d'appliquer une sanction qui soit juste par Oui. rapport aux faits, par rapport à la victime et par rapport à l'insertion de la personne. Et là, je fais un peu un aparté, je reviens un peu en arrière. Ce qui est passionnant dans le métier d'avocat, dans la relation avec la personne qui est détenue, surtout si elle est coupable, on voit la personne telle que les autres ne la voient pas. Il n'y a que nous qui la voyons comme ça. Pour les policiers, c'est une personne qui a fait. Donc il y a des investigations, ils vont essayer de recueillir tous les éléments. Pour le magistrat, c'est quelqu'un qui est en détention, il y a des éléments qui laissent penser que. Et donc, il ne voit pas ce que nous voyons dans la personne. La personne va nous raconter sa vie, elle va nous raconter son quotidien, en détention ou pas. Elle va nous raconter ses rêves, ses espoirs frustrés, ce qu'elle a voulu faire, mais qu'elle n'a pas fait, mais du coup, elle arrive à un crime. Alors ça, c'est le côté intéressant parce qu'on voit tout ce que les autres ne voient pas. Et c'est là aussi on peut comprendre pourquoi cette personne est-elle arrivée à poser un acte terrible. Puis on voit également dans les procédures pénales, on voit les tabous auxquels est confrontée la société, même la justice, sans oser passer l'obstacle. Ça, c'est un peu le côté frustrant et l'avocat est souvent confronté. Nous sommes des personnes qui devons gérer la frustration chaque jour. Moi, si je peux rebondir, moi j'ai été éducateur de prévention pendant des années. Il y a 2-3 jours, j'ai reçu un appel d'un jeune à moi qui me parlait d'un autre que j'avais suivi, qui est maintenant incarcéré. Donc je soutiens quand tu dis la plupart des jeunes avec lesquels j'ai travaillé, en tout cas dans les quartiers, je connaissais une part d'eux. J'avais un regard d'eux que la société n'a pas sur eux. Et c'est toujours intéressant de regarder quelqu'un dans sa globalité, dans son humanité, et non simplement dans les faits. Parce que derrière, tu vois en chacun, quel qu'il soit, une part d'humanité, quand on lui renvoie aussi cette humanité, finalement. Quand il voit dans le regard une forme de reconnaissance de qui il est en tant que personne. Et c'est là où je te rejoins, dans l'idée de dire ne condamnons, ne jugeons pas simplement aux faits, ou à l'apparence, parce que derrière, il y a une vie, il y a une histoire, il y a un passé, il y a des émotions, il y a des sentiments. Maintenant, j'ouvre la porte sur un sentiment que l'on connaît et qui est le sentiment pour lequel on est toujours, en tout cas, que ce soit le politique ou même le peuple, c'est le sentiment d'impunité, où la justice n'a pas été rendue comme elle devait être rendue, parce que je reste dans l'idée du sentiment, qui n'est pas toujours et l'émotionnel, bien sûr. Qui reste dans l'émotionnel, parce qu'en même temps, on voit une justice expéditive comme aux États-Unis, où réellement, je connais une loi en Californie où après 3 délits, c'est 20 ans de prison.
quel que soit le Oui, délit, c'est c'est ça. possible, Quel que soit le délit, après 3 délits pour la même personne, c'est 20 ans. Et où la justice, là, est souvent, on peut dire, aveugle. Et une justice à la française qui, pour moi, est de l'autre côté, parce que j'ai passé des après-midi au tribunal à assister comme ça, voilà, à assister. Et on voit bien la volonté réellement des magistrats de prendre en compte toute cette réalité de l'individu. Et je me dis, il y a un fossé entre justice qui doit être rendue coûte que coûte et justice qui, pour ma part, a une dimension sociale où on prend en charge, on va faire venir les psychologues, on va faire venir les travailleurs sociaux, on va faire venir, l'avocat va venir avec aussi ces dimensions plus globales de la personne. Et ça contribue à un sentiment d'impunité où on se dit, purée, et toutes ces incivilités là au quotidien que l'on vit, où on dit, mais il devrait être puni et il écope d'un sursis. Il devrait être puni, mais il époque d'un tige, travaux d'intérêt général. Et on sait bien que ces tiges ne sont pas respectées. Il devrait être puni, mais il écope d'un rappel à l'ordre. Et il y a un sentiment d'impunité comme ça qui est d'injustice de la population, parce que finalement, des jeunes, des mineurs ou moins, font des choses pour lesquelles il n'y a pas une réponse adapté de la justice. Et finalement, ça gruge le quotidien. Du coup, ta question Du coup, ma question. C'est le but quand même. Je la cherche. C'est le but quand même. Qu'est-ce que t'en ça, penses, tu la cherches ta finalement, question. mais je vous la pose aussi. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce qu'on se dit pas, finalement, on a quand même une justice qui doit évoluer, qui est laxiste. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On a une justice laxiste. La justice, la justice. Alors, ce qu'on dit, la justice, c'est les magistrats, c'est les avocats, c'est les greffiers. Alors, les juridictions, elles doivent quand même se référer à une norme, à une loi, à des textes de loi. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Les textes de loi, c'est nos députés. Si pour un délit tel que tu l'as décrit, tu trouves que c'est pas juste qu'ils aient un sursis. Bon, un sursis, c'est une sanction. Hein. Tu as le casier, t'as le casier, t'as ta condamnation. Il y a des conséquences que l'on voit pas toujours. Mais le jeune homme, il ressort. Il est libre. Mais est-ce que tout délit mérite la détention? Je suis pas sûre. La privation de liberté. Et là, c'est encore quelque chose par rapport à l'avocature. Très intéressant. Ouais. C'était le 4e élément, c'est qu'un avocat, par nature, est allergique à tout ce qui est privation de liberté. Car on ne se rend vraiment pas compte de ce que c'est la privation de liberté. Il faudrait que tout citoyen aille un jour dans sa vie en détention. Mais pas... Mais on l'a été pendant le Covid. Dans des conditions très confortables. Hein. Ouais, Moi, ça dépend qui. Lorsque on allait en face du tribunal à la maison d'arrêt, maintenant il y a l'Uterbach, maintenant on a accès même aux procédures disciplinaires, dont on va défendre les détenus qui enfreignent le règlement, et donc ils se retrouvent au mitard. Ah oui, là c'est terrible. Il faut aller voir ça. Il faudrait que chaque citoyen moi j'ai fait en psychiatrie. C'est quand même différent. Ah non, moi j'ai parlé avec des gens qui ont été au mitard, en décrivant, j'ai fait la même chose. Attaché au lit, filmé 24 heures sur 24 dans une pièce. Dans le mitard, ils ne sont pas filmés. Moi, à la maison d'arrêt, ils n'étaient pas je suis surveillé. Vous imaginez ce que nos parents nous ont vécu? Tout à fait. On n'avait pas le droit de visite, tu n'es même pas venu. Et donc, il faudrait que chaque citoyen aille un jour en détention, voir comment ça se passe. Parce que souvent, j'entends, en prison, il faut payer pour eux. Ils ont la télé, ils ont le téléphone, il faut y aller. Et il faut se rendre compte de ce que c'est de vivre dans une cellule petite. À la maison d'arrêt, dans une petite cellule, ils étaient à 4-5. Il faut comprendre ce que c'est une privation de liberté. Bien sûr, en tant qu'être humain et avocat, je me rends bien compte quand j'ai au criminel qu'il y a des gens qu'il faut maintenir en détention, qu'il faut envoyer en détention, car il faut les neutraliser. Et là, je reviens un peu à ce que vous aviez dit avant, dans la gestion des conflits. Pour l'avocat, un conflit, c'est quelque chose de normal. Pour la justice aussi. Tu n'es pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise la norme. Voilà, le texte dit que, voilà.
quelles sont vos explications, vos arguments, vous avez tort, vous n'avez pas tort, vous avez raison. Donc, je dirais que le conflit dans la nature humaine est normal, dans la société est normal. Après, comment est-ce qu'on le résout? Ouais. C'est ça la différence. Là, je me suis un peu éloignée C'est du le fait sujet. d'être proche de La lui. justice, ma est-elle question. existe? Moi, j'ai pas cette impression-là dans ma pratique. Est-ce qu'on n'a pas une justice en France qui prend en compte beaucoup de la dimension psychologique? Mais il la le faut. dimension- Il le Pardon? faut. Toute Moi, ça peine va- doit être individualisée. Moi, ça va personnellement, J'entends. ça va plutôt être quand je vois quelqu'un qui a usurpé le fisc, etc., qui prend beaucoup plus qu'un violeur. Moi, je veux dire, ça je me dis, bah, quand même, ça, c'est violent. Ah, mais tous les braqueurs, en général, ils prennent plus que... Tout à fait. que- C'est-à-dire que les atteintes aux biens, C'est- les biens sont très protégés. Et l'humain? Mais Les atteintes à l'homme? L'humain, quand il s'agit des êtres les plus fragiles dans la société, moi, Oui. personnellement, j'ai le sentiment qu'ils ne sont pas du tout protégés de la même manière. Et parfois, pendant des années, ça a été laissé pour compte. Maintenant, on évolue un peu plus dans ce sens-là, mais c'est très difficile. Ce sont les femmes et les enfants. Hein. On peut Ouais, pas... c'est terrible. Clairement. Mais moi, ce qui me pose question, c'est quand je vois des jeunes délinquants condamnés 16 fois, qui n'ont jamais été une seule fois en prison, et qui finalement continuent. C'est-à-dire, ils ont perdu toute notion Toute de crainte. l'autorité, Mmh. de l'autorité même. La Bible dit une correction qui est remise est sans effet. Et il me semble parfois qu'on pourrait sauver beaucoup plus de jeunes si on les corrigeait correctement au bon moment, plutôt qu'une fois qu'ils ont un fonctionnement. Ça s'est imprégné dans leur, Voilà. dans leur mental. Alors, je ne dis pas que ce soit forcément de la prison. Moi, j'ai pas de. Mais j'ai parce pas que de- même leur j'ai pas rapport d'avis à la là-dessus. prison est particulier, je trouve. J'ai pas d'avis là-dessus, vrai. mais c'est Ils le appellent coup. ça l'école. Hein. C'est le coup d'arrêt. C'est le coup d'arrêt. Moi, j'ai vu de mes enfants, suivant la correction et le moment de la correction, ça a tout changé. Tout à Ça a fait. Je suis arrêté tout à un fait comportement. Après, Arrêter un comportement. Donc, après, les premières corrections, ce sont les parents. C'est la première éducation. Ça devrait, en tout cas. Et à l'heure actuelle, on demande à la justice d'être les deux. oui, mais on a ça. substitué l'autorité des parents. Regarde les lois qu'il y a aujourd'hui. Oui, Tu et veux corriger ton enfant, il appelle un numéro tout à fait. vert. Les punitions physiques sont interdites. C'est pour ça qu'on n'avait pas de téléphone. C'est pour Depuis ça que tu quand ne donnais pas de téléphone. Ça fait rigole. déjà, ça vient des communautés européennes, ça fait Ouais, déjà je rigole. quelques années. Mais Mais on va demander à la justice de régler tout ça. Justement, L'absence d'autorité des parents, la défaillance des parents, la défaillance de l'éducation nationale également. Ça fait beaucoup, hein. Mais est-ce que c'est la défaillance des parents ou est-ce qu'on a désarmé les parents si je prends tous C'est les les deux, policiers et je les désarme, Parce que t'as des parents actuellement on est en train d'armer les policiers municipaux. Parce qu'on s'est rendu compte que désarmer, ça pose des problèmes. Est-ce qu'à un moment donné, et c'est ça ce que je regrette, c'est que parce qu'il y a eu des parents violents ou des excès, finalement, on a nivelé vers le bas et on a désarmé les parents. Moi, mon père m'a corrigé. Il me corrigeait de manière juste. Il m'a aidé. Mais là, Bien sûr. là, pour moi, on arrive sur même un autre sujet, puisqu'il est idéologique. Est-ce vrai. que c'est lié au fait à ce que certains parents aient fait des excès ou la volonté réellement, pour moi, on va plus loin, de désarmer justement, mais pour créer autre chose. Oui, de chose. soustraire les enfants à Je l'autorité pense que parentale. Mais là, on arrive sur un autre sujet. Oui, c'est un autre débat. Mais voilà, ces gamins-là, les mineurs doivent être défendus dans des conditions adaptées aux mineurs. Après, il y a ce débat-là, mais il y a aussi le débat des moyens de la justice. Mhm. C'est juste. C'est quand même un sujet très très important. Nous le savons, nous qui sommes tous les jours au tribunal, où parfois, du point de vue matériel, les magistrats, les greffiers manquent, par exemple, de des papiers, des timbres, des choses comme ça. Mais Donc c'est aussi les juges pour enfants, les moyens. Est-ce qu'ils ont les moyens de condamner à tour de bras ou d'imposer des sanctions, puisque le juge pour enfants, il a deux casquettes, il a le côté répressif et le côté éducatif. Voilà, est-ce qu'ils ont les moyens matériels quand on place les enfants, le temps qu'il faut attendre pour qu'ils puissent être placés, ou l'ASE, également le temps pour que la décision du juge soit appliquée. prise. Il y a également ce L'état de problème-là. certains foyers, quand tu vois que les prisons sont pleines, prison de Lutterbach, elle a ouverte, elle était déjà Complètement, oui. complètement remplie. Voilà.
Donc, c'est vrai que la justice touche tous les domaines Ouais. de la société. Elle touche l'intime, elle touche l'individuel, elle touche le familial, elle touche le Yossone, social, sociétal, collectif. tu es extrêmement intéressante. J'aimerais manger avec toi. Moi, j'ai vraiment. Pas de super souci. intéressant. Moi, Pas de souci. ce sujet, c'est vraiment quelque chose qui Moi, m'intéresse. j'ai pendant la le- joie de connaître Yossone depuis longtemps. Ah, Oui. c'est bien. Ah, Tu l'as gardé pour toi. Hein. Je l'ai gardé pour moi. Il a fallu que je l'appelle. Hein. Absolument. Il a fallu que j'appelle Yossone. Heureusement qu'on avait déjà eu l'occasion d'échanger. Parce que Heureusement que je sinon... t'en ai parlé. Hein. Oui. On s'y retrouve. Yes. Jamais de la vie. Oh, t'as vu C'est ça? relativement J'ai pensé- récent par j'ai rapport pensé à- à Maître, toi. aux années. défendez-moi. J'ai connu. Yossone, ton j'ai père. pensé à toi tout seul, je te rassure. Mais j'aimerais qu'on aille vers la fin de cette émission en parlant de ton rapport à ton métier, mais aussi à ta foi. Justement, Parce c'est la que- question. Ben oui, parce Est-ce que qu'on quand n'est même, pas un c'est ce qui m'intéresse. Comment tu vis à ce niveau-là, toi, ta foi personnelle? Parce que si on te connaît, c'est aussi parce que tu viens à l'église. Mais ta foi personnelle, avec voilà, ce que tu défends, quel est ton rapport à ce niveau-là? Alors, c'est relativement compliqué. Merci. C'est relativement compliqué. J'en parle également à des confrères qui sont chrétiens, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, mais qui vivent leur foi. Parce qu'il ne s'agit pas d'être catholique Non, parce qu'on c'est est pas- né catholique ou protestant parce que... Et c'est relativement compliqué parce qu'on est dans le monde. La justice fonctionne dans le monde. Ouais. Elle ne fonctionne pas au sein d'une église, Notre elle ne système. fonctionne pas d'après la parole, elle ne fonctionne pas d'après l'esprit. Voilà. Et donc, c'est relativement compliqué ne serait-ce que par rapport aux moyens. Quels moyens vais-je utiliser quand je dois défendre une procédure, quelqu'un? Normalement, tu as le droit de mentir, je crois. Ou bien? Normalement, non. Je ne serai pas un avocat, n'est pas sanctionné parce qu'il ment. Mais dans le cadre de la défense de son client, oui, il peut mentir. C'est ça. Il peut mentir. Donc, il y a pas que le mensonge, il y a encore d'autres moyens. Donc, en tant que chrétien, on s'interdit d'utiliser un certain nombre de moyens. Mais déjà, à la base, on devient presque schizophrène. Puisqu'évidemment, le client, lui, pour gagner, souvent, il est prêt à tout. Ah oui. Même s'il faut mentir, même s'il faut ceci, même s'il faut cela. Alors, il y a des confrères qui ne sont pas chrétiens, qui sont athées et qui s'interdisent également d'utiliser certains moyens. Du coup, par rapport au monde, on est pénalisé. C'est évident. On restreint nos moyens et on restreint notre zone de liberté. On peut pas dire n'importe quoi. Alors, je ne dis pas qu'on ne dit pas toujours n'importe quoi, mais on essaye de ne pas utiliser les moyens que le monde va utiliser. Du coup, ça peut avoir un impact sur notre procédure et sur le client. Et sur la qualité même de votre travail, du coup. Donc, Mais ça demande moi, je une trouve que la réflexion. qualité, au contraire, moi, je pense que ça devrait être. Si on veut rendre la justice. Alors, Mais oui, mais c'est pas son travail de rendre la justice. Oui, non, son mais- travail, mais- c'est de non, défendre. défendre, Mais, ouais. oui, non, mais Dans le mais cadre ça de la fait, justice, mais, oui, mais- c'est la- mais ça fait partie. Ça fait c'est partie un de tout. ce qui contribuera à rendre la justice. Mais- je me dis, je pense que si on commençait à sanctionner le mensonge, ça mettrait déjà tout le monde sur la même ligne de départ et ça tendrait beaucoup plus vers la vérité. Parce que comment la vérité peut-elle naître du mensonge? Mais là, c'est encore une fois, si maintenant toi tu as un client qui ment D'abord, il va me mentir à moi déjà. hein, pour commencer. et il te dit, ou même il te dit, mais ça je l'ai vraiment fait, mais je ne veux pas qu'on le dise, je veux qu'on le cache, je veux qu'on. Là, il y a, T'es dans il y a un un cas de système, conscience là, tu es c'est. pris Ah, par mais un là, système. Mais là, t'es dans un professionnel, conflit. c'est encore autre chose, C'est là où on devient un peu schizophrène parce Bah qu'on oui. est tiraillé. C'est Et donc, ça. ça demande un effort de réflexion, de discernement. Et quand on sait qu'on est de plus en plus, on travaille dans l'urgence, dans la rapidité, dans la pression. On subit énormément de pression et pas seulement du client. Donc, ça demande d'avoir le temps pour le faire. Après, le côté positif, c'est que ça peut donner... moi, j'ai... dans le cadre des affaires entre chrétiens, ça m'a donné aussi... c'était du pénal, hein, parce que bon, dans les assemblées, dans Entre les chrétiens. églises, il y a les loups, il y a les agneaux. Pas dans cette église. J'en suis sûre. Et puis, on sait, pour certaines personnes, ils pensent que les églises, toutes les églises, c'est un lieu d'impunité. Et c'est là où j'ai du plaisir, c'est peut-être pervers, à faire ce travail-là, parce que dans certaines affaires, ça m'a permis de découvrir le loup. Ouais.
Et d'aller au clash, oui, parce que parfois il faut aller au clash, parce qu'on est quand même au service de l'être humain. On n'est pas au service de la destruction. Et que le fait d'être chrétien ne doit pas être la porte de l'impunité. Bah oui. Et donc, c'est vrai que dans certaines procédures où on pourrait être plus mou, parce qu'on se dit, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, la victime, souvent, elle est détruite, donc elle n'est pas d'une grande aide. Il y a l'aspect financier, parce que nous sommes des entreprises avec des salariés. Oui. Voilà, ça demande un effort quand même considérable. Et c'est là où on peut avoir de l'aide en tant que chrétien. On peut avoir de l'aide. Ta foi te... Oui, on peut avoir de l'aide et ça Des peut. ressources. Voilà, des ressources et ne pas être dans la naïveté, dans l'angélisme, et de dire non, non, mon vieux, tu as commis des faits de nature criminelle ou même délictuelle grave. C'est pas parce que tu te veux de cette église ou de cette église-là que tu vas pouvoir échapper à ça. Et là, ce qui est intéressant aussi dans certaines affaires, ça m'a permis de porter une voix auprès du tribunal et du parquet, parce qu'il y a quand même parfois la vision que les églises, avec tout ce qui se passe dans les églises catholiques ou ailleurs, ou bien ici, est-ce une secte ou pas? Pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas dénoncé? Pourquoi ils n'ont pas découvert? Et donc ça me permet aussi d'expliquer aux juridictions, au parquet, ce qui se passe et pourquoi ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Donc ça, dans certaines situations où notre force ne suffit pas. On comprend en tout cas que... Là, on peut avoir de l'aide, c'est vrai. On comprend que c'est un défi. On te remercie aussi de le faire parce qu'on sera tous heureux d'avoir un avocat le jour où on en aura besoin peut-être. Amen. Et c'est ça, en même temps, il y a besoin. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avant que l'émission commence. Finalement, aujourd'hui, tu fais le même métier que Jésus qui est notre avocat auprès du Père. Mais je sais que dans le passé, avocat chez les chrétiens, C'était pas dans les possible. églises, c'était... Moi, Incompatible. Ah ben... Mais justement, je avec vais ce qu'on même a dit pas tout dire à la l'heure, phrase qui était C'est déjà la dite. culpabilité, on est déjà Oui, non, mais coupable il de quelque réduisait chose. ça à un métier. Et c'est vrai que le fait de voir aujourd'hui des avocats chrétiens qui ont une conviction, après il y a la loi, et puis vous travaillez avec les textes de loi, mais qui ont une conviction, c'est important. C'est important. est-ce que tu penses qu'il en faudrait plus des avocats chrétiens? Il y en a beaucoup. Ah bon? Wow. Il y en a... avant, je ne me rendais pas compte. Avant, je n'étais pas dans cette dimension-là. Quand j'étais que dans le monde, je ne me rendais pas compte, puisqu'ils voyaient bien que je n'étais pas accessible à ça. Depuis que je suis devenue accessible à ça, je me rends compte qu'il y en a quand même pas mal. Mais ils vont pas faire de la publicité, ils vont pas, parce qu'on est soumis à des critiques constamment. À partir du moment où moi je sais que j'ai défendu certaines procédures de certaines églises, on est soumis à la critique tout de suite. Il peut y avoir même le Conseil de l'ordre qui peut s'interroger, donc il y a notre gouvernance, parce que l'avocat doit être indépendant. Conflit d'intérêts. Voilà, non, c'est pas un conflit d'intérêts, mais Vous êtes assimilé à la... ils n'ont pas l'habitude. Voilà, c'est En ça. fait, ils n'ont pas l'habitude. C'est une question d'habitude. Ils n'ont pas cette habitude-là. Et donc, en étant ce que je suis, je me suis rendu compte que du coup, j'ai attiré des confrères, sans même faire exprès, sans même le vouloir. J'ai attiré des confrères qui étaient chrétiens, qui sont chrétiens comme moi. Formidable. J'en ai connu même qui allaient au tribunal avec une liste de leurs affaires pour lesquelles ils ne pouvaient plus grand-chose, mais dont ils demandaient de l'aide. Et ils priaient tous les soirs, tous les matins pour pouvoir y arriver. Avant, je ne savais pas. Mais maintenant, je les connais. Il y en a même, en étant avocat, qui ont écrit des ouvrages vraiment très, très intéressants. Et du coup, ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur de pouvoir parfois s'appuyer sur eux, de pouvoir échanger comme ils vivent leur foi. Amen. Merci beaucoup. Le temps est largement, amplement passé, mais c'est passé tellement vite, Merci à c'était vous. tellement enrichissant. C'était beau. Et puis, pourquoi pas te faire revenir, parce que j'aurais plein d'autres sujets. Aucun problème. Tu sais, la notion de la peine en France, la condamnation, la prison, la peine de mort. Moi, j'ai plein de sujets comme ça. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis,
tu vois, tu nous montres un petit peu l'envers du décor de ce milieu-là. Et puis, des fois, on a l'impression que les avocats, ils sont sans foi ni loi, ils veulent juste prendre un billet. Je vais le dire comme ça, mais non, c'est des gens remplis d'empathie. Donc, merci beaucoup pour ça. Je vous propose qu'on termine par la prière, si vous le voulez bien. Caro, tiens, est-ce que tu veux bien terminer? Ok. Père, merci pour ce temps, pour cette émission, Seigneur, tellement enrichissante. Merci pour nos échanges, Seigneur, et je te bénis parce que, dans toutes ces situations de conflit que nous rencontrons, tu nous donnes des pistes, Seigneur, dans ta parole, et tu nous donnes ton esprit aussi qui nous aide, Seigneur, à rechercher la paix, à la poursuivre et à faire tous nos efforts pour maintenir cette paix que tu nous demandes de chérir. Merci, Seigneur, pour Youssoune, que je te demande vraiment de bénir dans son travail. Vraiment, je te bénis parce qu'elle est le sel, parce qu'elle brille, et parce que elle a attiré d'autres confrères et sans rien dire, Seigneur, merci, parce que tu lui permets vraiment de briller et de faire la différence dans ce monde. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Merci à vous. Merci Youssoune particulièrement d'avoir pris la peine de venir. Bon, tu peux rester assise, on va se dire au revoir, t'inquiète pas. On va terminer encore. Une affaire à plaider. Ah, ça y est. Avec moi. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi dans 2 semaines, vous le savez. Vous avez également la chaîne YouTube, on s'y retrouve pour voir les différentes émissions, mais découpées. Vous pourrez les partager cette interview. C'est, je crois, extrêmement édifiant. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, en plateforme audio également, vous pouvez tout écouter en podcast. Rendez-vous dans 2 semaines. À très bientôt. Ciao, ciao. Wow.